Salut tout le monde, bienvenue dans l'édition spéciale en tournée de Daniel Davis Deep Dive. Ici, c'est pas un mirage, ce n'est pas de l'IA. Nous avons vraiment Larry Johnson, en chair et en os. Et nous avons aussi notre ami Jim Webb, lui aussi en chair et en os. Nous sommes au IN 776 Law Center. Si vous vous demandez pourquoi il y a beaucoup de bruit ambiant derrière, c'est parce que ces deux-là étaient sur scène ici. Waouh! La salle est pleine à craquer. C'est vraiment incroyable. Je vous montrerai quelques photos plus tard. Mais puisque nous les avons ici, et même si ce n'est normalement pas un jour où nous diffusons, un dimanche, beaucoup de choses se sont passées. En fait, l'un des plus gros rebondissements concerne le président Trump. Tout le monde pensait avoir eu l'information que la frappe allait avoir lieu, que ce conflit allait vraiment éclater. Et puis, comme on le voit sur Truth Social, le réseau social du président Trump, eh bien, pas si vite. Il s'avère que non. Il dit que les paramètres de l'accord ont été arrêtés, messieurs, que les Iraniens demandaient maintenant un report, afin que nous puissions avoir davantage de diplomatie et que le détroit va assurément être rouvert immédiatement, et ainsi de suite. C'est ce qu'il dit. Mais, Larry, enfin, d'abord je sais que vous avez été choqué. Je sais que vous n'auriez jamais imaginé que Trump puisse prendre le dessus. J'ai dû m'asseoir. C'était près de ma méridienne. Mais enfin, écoutez, les négociations entre les États-Unis et l'Iran butent sur ceci. Les États-Unis veulent que la question nucléaire soit négociée avant toute autre chose. L'Iran a dit pas question, absolument pas. Alors vous pouvez choisir. La position de l'Iran, c'est que d'abord Israël doit quitter le sud du Liban, que nous allons garder le contrôle du détroit d'Ormuz, que vous devez lever le blocus et les sanctions, et que vous devez débloquer les avoirs. C'est ce à quoi vous vous êtes engagé, le protocole d'accord. Si vous faites ça, vous participerez au pourparlers. Donc, jusqu'ici, cette impasse n'a pas été levée. Maintenant, qu'est-ce qui a conduit Trump à faire son double, son triple salto arrière? On dirait qu'il est aux Jeux Olympiques, franchement. Ce genre de compétences. Nadia Comaneci, à côté de lui, c'était rien. Vous savez, ses prestations au sol, regardez-moi ce backspin. Je pense que c'était une combinaison, mais l'Iran a été très clair. Si vous frappez l'un de nos sites énergétiques, si vous frappez l'une de nos centrales nucléaires, on va raser toutes les centrales électriques du Golfe et on éliminera Israël du tableau. Et ils peuvent le faire. C'est ça, vous savez, malgré tous les grands discours musclés, ce qui s'est passé, tout le système de défense antiaérienne antimissile Patriot THAAD a échoué. Et même s'il était pleinement opérationnel, comme Ted Postol l'a expliqué très précisément dans votre émission, le taux d'interception serait inférieur à 10%. Donc c'est un problème. Israël n'a pratiquement aucune défense aérienne. Alors je pense que quelqu'un a fini par comprendre et a dit, si vous faites ça, ça va être très laid. Oui, et disons que vous avez été mentionné, Jim. Il a été mentionné dans quelque chose concernant ce que les Iraniens avaient promis de faire. Et quand on regarde comment cela a été accueilli dans la région, l'Arabie saoudite a apparemment vraiment mis la pression. Certains rapports disent que, enfin, je crois que celui-ci dit que l'Arabie saoudite a demandé de privilégier la diplomatie. D'autres rapports disent que MBS, Mohammed Ben Salman, soit suppliait carrément Trump de ne pas le faire, soit lui proposait peut-être même une sorte de contrepartie en coulisses. Que pensez-vous de l'Arabie saoudite et de tout le reste? Oui, je pense que la conversation avec l'Arabie saoudite est probablement ce qui a poussé Trump à intervenir, comme il l'a fait sur les réseaux sociaux, avec son commentaire selon lequel nous sommes. Un accord est sur le point d'être conclu. Je trouve ça encourageant. Je pense qu'il essaie de faire passer ce message aux Iraniens. Peut-être qu'il veut discuter, parce que les Iraniens ont clairement dit qu'ils ne nous parleraient pas.
Mais je dois dire que je suis plutôt reconnaissant que quelqu'un ait enfin réussi à atteindre Trump, même si cela porte atteinte à sa réputation et tout le reste. Je pense que le fait d'être entré et de lui avoir peut-être montré l'ampleur des destructions qui pourraient se produire, ainsi que le recul que cela ferait subir à tous ceux que nous essayons depuis si longtemps de soutenir dans les deux pays pour faire contrepoids à l'Iran, a peut-être fini par le toucher. Et je pense que c'est probablement une très bonne évolution. Mais en même temps, vous savez, nous, le week-end est déjà bien avancé et on voit ça chaque semaine depuis 2 week-ends d'affilée. On a l'impression qu'on va faire quelque chose. Ou alors, si on fait quelque chose, ça se calme. Et ensuite, on a un accord avant lundi. Donc ce n'est peut-être qu'un report de l'inévitable. Mais j'espère vraiment qu'on en est au point où un type, notre président, voit les cartes sur la table. Nous ne sommes plus capables de défendre nos propres sites dans la région. Nous ne sommes plus capables de défendre les infrastructures qui permettent à nos alliés là-bas, les alliés censés, de continuer à fonctionner et à rester opérationnels. Et que cette conversation, venant d'un type comme MBS, a réussi à passer outre toute la cocotte minute dans laquelle il se trouve et à faire passer le message. Mais il va falloir attendre pour le savoir. Et en plus, on manque de sceaux. Oui, enfin, c'était l'autre point dont j'allais parler, parce que, je veux dire, ça arrive. C'est ce qu'on disait à propos de, voyons, c'était apparemment le week-end dernier, quand le vice-président et le président des chefs d'état-major interarmés ont dit « Hey, on n'a pas assez d'intercepteurs. » Très bien. Et cette semaine, le commandant en Europe a déclaré « On n'a pas assez de moyens navals pour protéger à la fois les États-Unis et Israël. » Et ainsi de suite. Ça n'a pas changé, et ça ne changera pas dans un avenir proche. Alors, est-ce que ce sera simplement un report de l'inévitable? Je commence avec vous, Jim. Ou est-ce que ce sera « Et on reconnaît enfin qu'on ne peut pas le faire ?» Et la question sera alors, je vous la poserai séparément, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Donc d'abord à vous. Oui, je veux dire, à un moment donné, il faut bien comprendre qu'on n'a jamais vraiment les moyens. L'alarme sonne depuis longtemps, et je pense que la pression remonte vers Trump sur ce sujet depuis déjà un bon moment. Est-ce qu'il va vraiment reconnaître qu'il doit faire quelque chose pour nous sortir de là, pour arrêter cette guerre? C'est une toute autre question. Son ego a fait obstacle pendant tout ce temps. Et malgré toutes les conversations que nous avons eues ici, et aussi en dehors, il lui faut quelque chose avec quoi il puisse repartir. Son plan. Et il en a eu plusieurs au cours de cette guerre. Des occasions de simplement prendre du recul, de cesser les hostilités. À commencer par le fait que nous avions un protocole d'accord auquel nous aurions pu nous tenir pour arrêter tout ça, et empêcher, en substance, que nous nous enlisions dans une guerre régionale. Mais je pense que c'est aussi pour ça que Larry a dit que la question nucléaire devait être réglée pour Trump. Il veut pouvoir le présenter comme une victoire. Mais ce qui est ironique, c'est qu'ils affirment aussi, depuis plus d'1 an, que le programme nucléaire n'était plus du tout un problème. Que la menace avait été détruite. Avec toutes sortes de déclarations, nous avons détruit leurs installations l'an dernier, lors d'une frappe. Alors, je ne sais pas comment il va y parvenir. Mais j'espère, c'est mon espoir personnel, qu'il pourra déclarer que l'Iran n'est plus une menace et simplement nous retirer de la région. Oui, le plan de retrait. J'appelle ça le plan du départ. C'est la seule chose qu'il contrôle vraiment. Il n'a pas à se soucier de négociations ou de quoi que ce soit d'autre. On verra s'il le fait. Larry, de toute façon, le problème plus important pour Trump, c'est Israël. Ce qui sort dans les médias ce matin, c'est que Netanyahou n'a rien dit publiquement parce qu'il est furieux, selon les médias israéliens. Il se dit « Mais qui est ce type? Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qu'il accepte, ce qu'il n'accepte pas, ce qui va changer ou autre chose. »
Et maintenant, je pense que tout ça est lié. Rappelez-vous, le président Trump vient juste de dire, il y a quelques jours, « Hey, on a cet accord avec le Hamas, vous savez, pour la paix et tout le reste. » Ce matin, Israël frappe le Hamas dans la bande de Gaza. C'est juste qu'on n'a rien accepté. Donc là, le président Trump a vraiment l'air un peu isolé, mais personne ne l'écoute en ce moment. Qu'est-ce que ça signifie pour ses proches? Eh bien, cette guerre va s'enliser. Il va falloir agir sur le plan économique. Parce que quand vous fermez, c'est pas seulement 25% de l'approvisionnement total en pétrole que vous coupez. Disons 25% de la production au-delà de la côte ouest de l'Arabie Saoudite. Mais si vous arrêtez 25% du GNL, vous perdez aussi 44% de l'hélium issu du GNL. Enfin, c'est essentiel pour fabriquer des puces électroniques. L'urée et le soufre, ce sont tous des sous-produits, mais ils ont eux aussi des conséquences économiques importantes. Jusqu'à présent, les États-Unis, en puisant dans la réserve stratégique de pétrole et grâce à quelques autres interventions sur le marché, n'ont pas eu à subir ce choc de prix. Mais le diesel et le carburéacteur qui proviennent de ce pétrole à forte teneur en soufre sont en pénurie à l'échelle mondiale. Les prix montent. Encore une fois, aucune solution ne se profile. Donc même s'ils rouvrent le détroit d'Ormuz demain, la situation ne sera pas réglée avant décembre. Et ça, c'est en partant du principe qu'ils rouvrent et que personne, vous savez, l'Arabie Saoudite, le Qatar, n'a subi de dégâts permanents sur ses installations pétrolières ou de GNL. Or, ce n'est pas le cas. Il n'y a donc pas de solution immédiate à cela. Ça va avoir un impact sur l'économie américaine. Or, Trump, quand nous en parlions en mai, les élections de mi-mandat étaient encore très loin. Et s'il tente une solution immédiate, nous avons 3 catégories de missiles de précision. Nous avons les missiles de défense aérienne, les PAC-3, les Patriot et les THAAD. Ils sont presque tous épuisés. Je parie que pour les Patriot, ils disent qu'il en reste environ 1000. Moi, je pense qu'il en reste probablement moins de 200. Oh, waouh, c'est énormément moins. Ensuite, vous avez les missiles SEAD de suppression des défenses aériennes ennemies, les ARM. Et là encore, quelques sortes en quantité limitée. Et puis, sur les frappes de précision à longue et moyenne portée, vous avez les Tomahawk, les JASSM, les attaques MS. Mais les attaques MS ne vont qu'à 170, 180 000. Ensuite, vous avez le missile de frappe de précision, le PRSM, qui a tiré jusqu'à 310 000. Le seul problème, c'est que Lockheed Martin en a fabriqué 56 l'année dernière. D'accord? C'est donc pas comme s'ils en avaient un tas en stock. Mais le vrai problème, c'est qu'on peut en fabriquer davantage, tant que les Chinois nous fournissent ces minerais. Et les Chinois disaient, oui, ça n'arrivera pas. Donc nous avons une pénurie intégrée. Nous avons maintenant gaspillé nos stocks. Et à force de nous saigner en Ukraine, de nous saigner à Taïwan, le reste du monde prend du recul et se dit, tiens, les États-Unis ne sont pas aussi puissants qu'ils le pensaient autrefois. En effet, oui, c'est une conséquence secondaire de tout ça. Jim, j'aimerais vous interroger sur le plan politique. D'accord. Donc, d'après des informations que j'ai reçues ce matin et qui circulent déjà, une fois encore, à cause de la déclaration du président Trump, on s'attend à une baisse importante lorsque le marché pétrolier ouvrira à 6 heures aujourd'hui. D'accord. Les prix vont baisser. D'accord. Même si le détroit reste fermé parce que rien n'a changé sur ce point. Le camp iranien. En fait, je crois même que quelqu'un m'a appelé à ce sujet. Le camp iranien a déclaré que le détroit d'Ormuz allait rester fermé. Oui, ils ont dit, écoutez, dire que le détroit d'Ormuz va être ouvert, c'est faux. Il est fermé. Il est fermé depuis un moment. Le trafic montre toujours que rien n'y est passé au cours des 40 dernières heures. 2 très grands pétroliers des VLCC sont passés. Le prix du pétrole va baisser parce que le président Trump l'a dit, mais le pétrole, lui, n'a pas changé. Le flux n'a pas changé.
Comment cela va-t-il fonctionner pour le président Trump? Parce qu'il va bénéficier d'un coup de pouce lundi, les gens vont simplement relayer ça comme si ça voulait dire quelque chose. Mais ensuite, comme chaque semaine, au fil de la semaine, ça va recommencer à remonter. Qu'est-ce que cela signifie politiquement? Eh bien, commençons par un vieil adage que mon père me répétait. Les mauvaises nouvelles ne s'améliorent jamais avec le temps. Et ce que Larry a exposé, avec l'arriéré des livraisons de pétrole qui se répercute jusqu'en décembre, c'est un problème qui ne cesse de s'aggraver. Et si vous regardez le prix du pétrole ces derniers mois, il suit une sorte de courbe sinusoïdale ascendante. À chaque fois qu'on fait ça, il redescend à un niveau gérable. Puis, quelques jours après la vague de frappe suivante, il remonte à un niveau élevé, autour de 4 $ le gallon, et ça ne va pas disparaître. Et je pense qu'ils essayent de surfer sur cette vague jusqu'à un point où ils ont délibérément forcé la main à l'Iran. Oui, ils prennent un pari, et c'est pas une bonne situation. Mais de plus en plus, je vais parler franchement. Ça a l'air idiot. Oh d'accord. Attendez. Donc, vous dites qu'au sein de l'administration, certaines personnes pensent réellement qu'il suffit d'attendre assez longtemps. Elles regardent toutes les choses que vous venez de mentionner et elles se disent simplement qu'ils viennent. Oui, parce que, comme elles l'ont dit, on peut faire ça toute la journée. C'est la seule approche discernable qui ait le moindre sens. Si vous les amenez à épuiser leur stock et qu'ils ne peuvent pas les remplacer parce que nous continuons à les frapper, alors, à terme, ils ne pourront plus se battre. Mais l'ironie, c'est qu'on en est très loin. Très loin. Et nous n'avons plus les moyens de les empêcher de frapper des cibles dans toute la région. C'est donc une décision horrible. Mais à un moment donné, il faut bien que quelqu'un réalise que ça ne marche pas, non? Et j'espère, comme je l'ai dit tout à l'heure, que MBS est celui qui est allé voir Trump pour lui dire « Écoute, mec, si tu continues comme ça, si tu continues à essayer de surfer sur cette vague, à la fin, toutes nos infrastructures auront disparu et tout le Golfe cherchera à faire la paix avec toi ou se retournera contre toi. » Eh bien, et puis il y a aussi ça. Peut-être que ça fonctionne sur le plan intérieur, dans l'esprit bizarre de certaines personnes, d'accord? Mais au Moyen-Orient, en Arabie Saoudite, au Koweït, au Qatar, etc., ils ne touchent pas de revenus chaque jour, d'accord? Alors ils sont vraiment en grande difficulté. Ce n'est pas neutre pour eux, même en ce moment. Donc la question, c'est qu'il faut revenir à ça. Très vite. Une dernière question pour chacun d'entre vous. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment est-ce que ça se résout? Eh bien, permettez-moi d'abord de souligner une chose. Je ne pense pas que la plupart des Américains mesurent à quel point ce qui s'est passé au cours des 5 ou 6 derniers mois est profond. Premièrement, tous les radars américains dans les pays du Golfe ont été détruits. Les États-Unis sont donc désormais aveugles. Nous devons nous appuyer sur des AWACS, sur des moyens éloignés, pour sortir de la ligne de visée. Par le passé, vous savez, lorsque le Centre combiné des opérations aériennes, le CAOC, indiquait qu'ils étaient désormais libres, ils pouvaient identifier les dégâts immédiats. Ensuite, ces informations étaient triangulées dans le système de défense aérienne, de sorte qu'ils avaient au moins une idée de ce qui s'était produit. Aujourd'hui, comme Trump l'a reconnu l'autre jour, nous n'avions que quelques minutes d'alerte. Donc cela a changé. Et avec cela, le mythe sur la dôme américaine a explosé. Et donc, ces Koweïtiens, Bahreïniens, Saoudiens, Qataris et Émiratis, tous ceux qui ont misé sur les États-Unis, se sont dit « Oh, ils nous couvrent ». Et maintenant qu'ils sont en pleine guerre, ils cherchent à ce que les États-Unis fassent la guerre en leur nom. Donc vous savez, l'Iran vous tient vraiment mal. Et puis, dans cette compétition, vous savez, je pense que l'une des causes de cette guerre, c'est vraiment la tentative occidentale de détruire l'Amérique, de détruire de nouvelles alliances économiques.
Et ce que cette guerre a démontré, de façon absolument claire et répétée, c'est que la Chine et la Russie sont désormais les grands acteurs. Et les autres pays du monde commencent à le voir et à en tenir compte. Alors, que va faire Trump à court terme? Eh bien, ce qu'il devrait faire, comme je l'ai dit, c'est se retirer. Mais je pense qu'il va continuer avec cette mort par 1000 coupures de papier. Ils seront incapables de prendre une décision tant que la crise ne leur sera pas imposée. Donc je pense qu'on va continuer comme ça pendant au moins encore 2 ou 3 mois. Vous savez, l'attaque arrive d'un jour à l'autre. Tenez-vous prêts. En plus, quand vous dites « Daniel, je vais te casser la figure », prépare-toi, mec. Je vais te casser la figure. Eh bien, dès qu'il me voit faire comme ça, il va me mettre KO. Et c'est à ce point-là que c'est ridicule aux États-Unis. Et donc, pour répondre à votre question, qu'en pensez-vous? Abordons la pression interne que Trump va forcément subir. À chaque fois qu'il a parlé de gens comme Jack Keane, Kellogg, Mike Pompeo, peu importe, c'était pareil. Ils vont tous s'y mettre à deux pour le pousser à faire marche arrière. Comment va-t-il résister à ça? Comment ça va-t-il se passer cette fois-ci? Eh bien, il va tout foutre en l'air, parce que si ça continue encore longtemps, je ne pense pas qu'il reste beaucoup d'espoir pour les élections de mi-mandat. Mais vous allez avoir une explosion des prix du pétrole, au moment même où les gens iront voter. Et ce sera déjà la folie. Et s'il ne fait pas quelque chose immédiatement, comme se retirer, puisque l'une de ses promesses de campagne était de nous sortir du Moyen-Orient, c'est vraiment son dernier espoir de sauver quoi que ce soit pour son parti aux élections de mi-mandat et pour son bilan. Le danger, c'est qu'il a besoin de quelque chose de concret pour son propre ego avant de pouvoir partir. Donc, malheureusement, je pense que le scénario le plus probable, c'est exactement ce dont on vient de parler ici, une sorte de bras de fer. On intervient et on fait exploser quelque chose de temps en temps, juste pour montrer notre force. Et on risque ainsi d'embraser toute la région. Parce que la chose la plus naturelle à faire pour lui, si l'on regarde la trajectoire de toutes les autres guerres dans lesquelles nous avons été engagés ces 20 dernières années, c'est de repousser le problème à la prochaine administration. Il faut en faire le problème de quelqu'un d'autre. Exactement. On en est trop loin, mec. Oui, ça fait longtemps. N'oublions pas que c'est un fait nouveau. Ça me rappelle aussi ceci. L'autre jour, j'ai reçu d'une femme une longue série de 30 emails. Elle me racontait que son fils venait de débarquer du bateau et qu'il avait perdu 15 kilos. Il est rentré chez lui extrêmement maigre. Et elle avait tout documenté. Elle avait des photos, des SMS. Elle montrait aussi comment Pete Hegseth était allé dans l'une de ses émissions et avait dit « Oh, tout le monde mange très bien. » Sauf que lui, il était au bureau. D'accord? Quel connard. Et cette femme m'a partagé tout ça. Donc voilà où nous en étions hier à la conférence. L'une des femmes qui passait dans la file a simplement dit au passage « Ah oui, mon fils vient juste de rentrer de déploiement. » Et vous savez, il était dans l'une des MU. J'ai dû lui demander. Je lui ai dit « Est-ce qu'il a dit quelque chose sur la nourriture ?» Et elle m'a répondu « Oh là là, laissez-moi vous dire. » Puis elle a sorti une photo. Regardez, j'ai 2 Rottweilers. Je leur donne des œufs crus et de la viande crue. Franchement, c'est le genre de nourriture que je ne donnerais même pas à mes chiens. Oh là là. Elle m'a montré une photo de son fils et le poids qu'il avait perdu. Donc ces marines ont été maltraités. Leur commandement ne prend pas soin d'eux. Il y a une défaillance au sein du système militaire américain et cela affecte le moral. Je ne parle même pas de l'usure des avions et des navires. C'est pour ça que Grinkewish a dit que c'était un problème. Il voulait que le destroyer parte parce qu'il n'était pas en mesure de faire son devoir, d'accomplir sa mission.
Tout cela ne va faire qu'empirer à mesure que nous avançons, et nous ne pouvons qu'espérer que le président Trump fera ce qu'il faut. Eh bien, c'était le point de vue depuis Chattanooga dans le Tennessee et le 1766 Law Center. Merci les gars, et merci messieurs. Je vous en suis vraiment reconnaissant. J'ai hâte de revenir dans l'émission à l'horaire habituel. À bientôt dans le Daniel Davis Deep Dive. Back on the show on the See you then on the Daniel Davis Deep Dive.